Bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, Léo nous montre ses dernières récoltes avant les gelées et ses méthodes de stockage. Vous verrez aussi comment il prépare dès l'automne sa prochaine saison, ainsi que sa méthode pour créer une haie à partir d'une prairie. D'autres astuces sont à venir dans cet épisode, donc si celles-ci vous ont été utiles et si vous appréciez notre travail, nous vous invitons à mettre un like et à vous abonner. Merci et bon visionnage. C'est bon ? Oui. Alors, sur cette parcelle, j'avais des oignons, j'ai enlevé les oignons et début août, j'ai semé des navets. Et donc, on a 2 cultures sur une même année. Et là, ça y est, les navets sont prêts à être récoltés. Et on voit que ça fait des beaux navets que je vais pouvoir conserver directement dans le sol. Et avant les geler, je vais essayer de les récolter pour les stocker dans une cave, pour les conserver le plus longtemps possible à l'abri du gel qui aurait tendance à les faire pourrir. Alors ici c'était un tas de compost, j'ai ma voisine qui a des chevaux qui me livre régulièrement son fumier de cheval mélangé à du foin et de la paille et on l'avait juste mis en tas et par-dessus j'ai rajouté soit une épaisse couche de paillage soit une bâche et j'avais semé des courges directement à travers. J'ai sorti des kilos et des kilos de potimarron, bleu de Hongrie, patidou, etc. Et on voit que là il ne reste plus que les tiges et sous les tiges il y a le compostage qui s'est fait et on voit que là le fumier qui n'était pas du tout prêt à être répandu, c'est maintenant un super terreau qui est prêt à être répandu sur le sol pour fertiliser toutes les autres surfaces du jardin. Et donc plutôt que d'avoir mon tas de compost qui est dans un coin, qui traîne et voilà, qui n'est pas très sympathique, et ben là j'ai cultivé des courges dessus. Ça m'a permis de rentabiliser directement mon compostage, d'accélérer le compostage parce qu'avec les plantes qui poussent dessus, ça fait des racines, ça fait de la vie microbienne, etc. Ça évite qu'il y ait trop d'eau et tout ça. Et en plus, là, vous voyez, en un an, sans avoir à le retourner, à faire des travaux hyper physiques, et j'ai un super compost tout léger, qui sent bon, qui est prêt à être répandu sur mon sol pour avoir des super légumes l'année prochaine. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut faire en ce moment. On peut commencer à préparer le jardin pour l'année prochaine en répandant du compost pendant l'hiver, en préparant le sol. Comme ça, au printemps, vous allez être tout prêt. Et en ce moment, il y a plus de temps libre parce qu'il y a moins de choses à faire au jardin. Et donc, c'est le moment idéal pour commencer en fait, à préparer le jardin l'année prochaine. Souvent, on commence au dernier moment, en avril-mai. Il y a plein d'autres choses à faire, c'est le soleil qui revient, les amis qui nous invitent, etc. On est pris, il y a les fêtes avec l'école, etc. Si vous avez des gamins, il y a plein de choses à faire au printemps et à début mai et juin. C'est pas du tout le moment où vous allez être dispo pour faire votre potager. En revanche, à l'automne et pendant l'hiver, dès qu'il y a une belle journée et un peu de temps libre, vous commencez à préparer votre jardin, vous répandez du compost, vous mettez des feuilles sur le terrain, une bâche et comme ça, au printemps, quand vous n'avez plus beaucoup de temps, il n'y a plus qu'à planter vos légumes. Voilà. Alors, pour faire une haie qui va durer juste pendant la saison, vous pouvez planter des topinambours qui font une plante de plusieurs mètres de haut, qui poussent très vite dans l'année, ce qui fait que pendant la saison estivale, vous avez une protection oculaire de vos voisins et en plus, vous avez une jolie plante. Là, il n'y a plus les fleurs, mais ça fait des belles fleurs jaunes à l'automne. Et à cette époque de l'année, on peut commencer à les récolter. Et regardez, je remue un peu le sol et là j'ai une petite production entre guillemets de topinambours. On voit qu'ils sont magnifiques. Ça c'est vraiment une plante facile à faire pousser qui produit une abondance de tubercules délicieux qui ont un goût de cœur d'artichaut. C'est très 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 bon. Voilà. Vous avez vu avec un plant déjà tout ce qu'on produit. Donc imaginez toute une haie entière, vous en aurez pour toute votre famille, vos amis, etc. Ça va être la fête. Dingue, hein ? Là, sur cet endroit, j'avais repiqué en fait des plantes sauvages que j'avais trouvées sur les bordures de ma forêt. Donc on voit qu'il y a de l'aubépine, des cynorrhodons, donc des roses sauvages. Et en fait, ça fait des buissons un peu épineux, impénétrables, et ça héberge une quantité phénoménale d'oiseaux. Parce que c'est épineux, donc elles sont protégées des prédateurs, et en plus, ça fait plein de fruits à l'automne que les oiseaux vont pouvoir manger pour avoir des réserves pour passer l'hiver.
Et en fait, si vous voulez avoir de la biodiversité dans votre jardin, c'est pas compliqué. Vous regardez les plantes sauvages qui poussent autour de chez vous. Si vous avez un ami qui a un terrain avec une petite zone sauvage, il y a plein de plantes qui se repiquent un petit peu partout. Hop, vous les repiquez dans votre jardin, c'est gratuit. Ça pousse très bien parce que c'est adapté au climat. Les animaux connaissent ces plantes, ils vont venir dedans. Et là, en fait, il y a plein d'oiseaux qui vivent là. Et voilà, juste, c'est plein d'épines, donc difficile à entretenir parfois. Donc là, on est dans un magnifique pommier, c'est des rainettes grises du Canada. Et c'est l'époque où il faut récolter les pommes avant les gelées. Parce que ces pommes-là, vous pouvez très bien les conserver dans un endroit très frais et humide. Vous les mettez sur des clayettes, vous les posez tranquillement sans les choquer. Vous allez pouvoir les conserver quelques mois. Et sinon, pour les conserver, il faudra faire des compotes de pommes, des jus de pommes, du cidre. Si vous faites du cidre, prenez des pommes à cidre. Ces pommes-là, elles sont parfaites plutôt pour faire des compotes, des tartes tatin et simplement pour les croquer comme ça. Exactement. Très bonne, surtout à cette période de l'année. Je les récolte. Si vous voulez des pommes pour chez vous. Là on est sur une parcelle plutôt ornementale, mais j'utilise exactement les mêmes systèmes dans mes parcelles à fleurs que dans mes légumes. Et par exemple là j'ai mis un géranium qui sert de bordure entre l'herbe et la partie cultivée. Là on voit plus rien, mais au printemps il y a des jacinthes, il y a des glaïeuls qui vont sortir de ça. Et en fait, d'avoir cette plante entre les deux qui fait un beau feuillage toute l'année et des belles fleurs au printemps en été, ça me permet de concurrencer l'herbe. Ça évite d'avoir l'herbe qui va rentrer dans la parcelle de fleurs et d'avoir en fait des fleurs qui servent de bordure. Et comme cette plante est très concurrentielle, en fait elle va me permettre de créer une bordure végétale sans avoir besoin de mettre des structures en bois ou d'autres choses qui seraient une importation de matériaux de l'extérieur. Et ça, ça se reproduit très facilement. Et il suffit d'arracher un petit morceau, vous le replantez et ça pousse. Cette année, j'ai cultivé des poireaux ici. C'est une parcelle qui était en prairie entre deux rangées de noisetiers à gros fruits. Donc le temps que les noisetiers en fait deviennent gros, là on voit que j'ai mis des fraises des bois au pied des noisetiers. Et en fait, entre les deux rangées, il y avait de l'espace qui sera comblé quand les noisetiers seront arrivés à maturité. Et entre-temps, en fait, on peut cultiver des choses entre. Et là, cette année, j'ai mis des poireaux. Et ce qui est un peu sympa à montrer, là, c'est que c'est une première année de culture. En fait, il y avait une prairie. L'année dernière, ce que j'ai fait à l'automne, j'ai mis du compost, j'ai répandu. Ensuite, j'ai bâché avec une bâche d'ensilage. Les poireaux, ils ont été semés en avril en pleine terre, repiqués début juillet. Donc, début juillet, j'ai enlevé la bâche, j'ai mis une épaisse couche de paillage avec des tuyaux goutte à goutte pour pouvoir arroser mes poireaux si besoin, ce qui n'a pas été trop le cas vu que cette année, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et j'ai repiqué mes poireaux à travers le paillage. Il y a eu 1 ou 2 désherbages parce qu'il a beaucoup plu. Et sinon, les poireaux sont très bien sortis. Comme le prouve ce petit poireau, vous voyez, qui fait quand même presque 90 cm. Et vous voyez, l'idéal, quand on arrive à faire pousser des légumes qui sont quand même pas mal beaux, quoi, c'est que avec un poireau, vous faites déjà votre repas pour 3 personnes. Quoi. Vous voyez la taille du poireau? Ça marche bien. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Montrer mon gros poireau, quoi. Alors, c'est important de bien connaître son sol et son territoire pour planter des plantes qui poussent bien sur place. Ici, par exemple, c'est un sol sableux, c'est très favorable aux asperges. Et vous voyez là, des petits plants, c'est des plants d'asperges que j'ai fait. J'ai pris des graines sur mes asperges qui sont derrière, je les ai semées. Et ça, c'est des petits plants qui donneront des asperges dans 3-4 ans. C'est donc une plante pérenne qui prend beaucoup d'espace et qui donne que 1 mois dans l'année. C'est pour ça que ça coûte cher les asperges. Ça va donner les petites plantes d'asperges là dans 3 ans à partir de mai-juin. Et entre les rangs d'asperges, vu que ça prend beaucoup de place et que ça prend du temps avant de pousser, j'ai installé des fraisiers qui eux vont donner dès l'année prochaine. Et en fait, cette partie-là est paillée parce qu'en fait l'asperge elle va pousser dans tous les sens, ça va faire un buisson comme ceux qu'on voit derrière, donc ça leur demande de la place, c'est pas une culture qu'on peut faire sous bâche, mais pour éviter d'avoir de l'enherbement difficile à gérer, j'ai mis des bâches d'ensilage percées
pour planter des fraisiers à la place de l'endroit où on marcherait. Et en fait, ça me permet d'avoir, pendant les 3 premières années où ça donne rien, j'ai des fraisiers qui poussent. Pendant ce temps-là, les asperges, elles sont pas trop grosses, donc ça fait pas trop de concurrence avec les fraisiers. Et dans 3-4 ans, quand les fraisiers, de toute façon, il faudra les déplacer, les asperges prendront le relais. Elles seront suffisamment importantes pour, de toute façon, prendre tout l'espace. Et comme ça, j'aurai ma culture d'asperges. Vous voyez, si on choisit les plantes comme ça, dans l'espace et dans le temps, on peut obtenir une production dès la première année et prévoir ensuite que cette plante qui pourrait prendre du temps viendra après. Finalement, tout cet espace entre les asperges que j'aurais dû désherber et entretenir pour avoir rien, j'ai quand même mes fraisiers. Donc c'est une pierre de choses, on a le fraisier qui vient, on l'entretient et en même temps, comme ça, on entretient les asperges qui pousseront beaucoup mieux. On voit celles derrière là qui ont déjà 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc à partir de l'année prochaine ou dans 1 an et demi, je pourrais les récolter. Et il y a déjà des fraisiers entre les plantes qui ont fait pas mal de fleurs et de fruits déjà cette année. Et j'ai pris les stolons de ces fraisiers-là pour les mettre ici. Là en plus, on voit qu'il y a des petits pommiers en espalier avec des plus vieilles fraises entre les rangs. Et donc ça donne une architecture au jardin. Il y a aussi des tailles-berries qui grimpent, qui poussent au-dessus des légumes. Et en fait, de visualiser le jardin comme ça en 3 dimensions, ça permet aussi d'avoir esthétiquement quelque chose de plus sympa, de parer contre les vents, d'avoir plus de biodiversité et d'intégrer plus de plantes dans votre jardin. Alors là, on est au bout de mon jardin et j'avais envie de faire une haie pour séparer les parcelles, couper un peu des vents, visuellement aussi pour être dans un espace plus sympa et avoir encore une fois une production de biomasse, avoir de la biodiversité. Et pour ça, comme on était au milieu de nulle part, plutôt que de planter des plantes ornementales qui seraient jolies mais pas forcément bien adaptées au terrain, j'ai été chercher des plantes pionnières. C'est-à-dire que là, derrière, il y a une forêt. Et à la lisière de la forêt, la nature, en fait, il y a toujours des plantes qui arrivent en premier. Chez nous, sur le sol sableux, c'est surtout des genêts à balais, qui sont des arbres fixateurs d'azote, qui sont capables de pousser vraiment sans trop d'eau dans des terres sableuses comme ça, et qui vont favoriser l'arrivée d'autres arbres. J'ai mis aussi des érables, des bouleaux, des saules. Tout ça, ce sont des plantes qui vont coloniser les espaces nus pour faire venir ensuite des arbres qui poussent plus lentement, comme ici, des charmes, des chênes, et constituer ensuite une forêt. Ce que j'ai fait, moi, ici, c'est que j'ai mis un mélange d'arbres pionniers qui vont pousser très vite, qui favorisent l'arrivée d'autres arbres. Et entre ces arbres pionniers, j'ai ajouté des fruitiers, ici surtout des pêchers, que en fait, je vais conserver au moment où je vais tailler la haie. Je vais tailler tous les arbres pionniers qui vont produire beaucoup de biomasse, notamment pour commencer le four à pain, pour commencer la cuisson. Et ensuite, les fruitiers vont prendre plus le dessus et je vais garder les arbres pionniers en hauteur un petit peu plus basse. Vous voyez, là, on a un genêt à balai, un forsythia pour avoir des fleurs. Ça, c'est un pommier. Là, il y a encore un érable sycomore, encore un genêt à balai. Là, on a un pêcher. Ensuite, un noisetier. Et tout ça, ce sont des plantes pionnières qui vont très très vite. Alors le pêcher, là, il donne des pêches maintenant depuis 3-4 ans. Et c'est très agréable en été de manger ces jolis fruits. Et en plus, ça fait une super haie, ça fait des fleurs au printemps également. Là, on verra tout à l'heure qu'en plus, au milieu de cette haie, j'ai mes poules qui circulent en toute liberté, mais quand même avec une petite protection pour les cultures, ce qui fait que ça leur fait un super espace. Elles peuvent venir gratter sous les arbres, elles vont désherber la haie et favoriser la pousse de cette haie également. Là, on voit bien que le pêcher, il pousse à travers le genêt à balai. Le genêt à balai, on va le tailler au fur et à mesure pour laisser de la place au pêcher. Et ça a permis en fait d'avoir tout de suite quelque chose qui pousse. Sachant que quand il y a un arbre comme ça, un genêt, il va pouvoir faire 2-3 mètres en quelques années, alors que le pêcher va mettre un petit peu plus de temps, surtout si on est dans des endroits en plein vent, avec une terre assez pauvre, parce qu'on est au milieu d'une prairie peu cultivée. Et cet arbre-là va faire un petit peu d'ombre, va amener de la condensation et de l'eau au pêcher, va le protéger du vent, et ensuite le pêcher va monter. C'est ce qu'on fait en permaculture à partir de l'observation de la nature. C'est le premier principe de conception en permaculture. On dit qu'il faut observer et interagir. Et la nature fait ça toute seule. Elle lance des plantes pionnières qui vont favoriser l'apparition d'autres plantes qui mettent plus de temps et qui ont besoin de conditions plus
favorables pour qu'elles poussent. Voilà. C'est ce que les gens appellent aussi maintenant la syntropie, mais finalement c'est ce qu'on faisait déjà avant, quoi. Donc ça veut dire qu'on va installer plein de plantes avec une succession végétale pour favoriser l'arrivée des autres plantes. Si j'avais dû juste planter des arbres fruitiers ici en plein vent au milieu d'un champ sans arrosage, je me suis retrouvé à devoir sûrement irriguer, protéger des vents, faire un voile d'ombrage les premières années, etc. Et là, finalement, je le fais en sélectionnant des plantes qui vont ensuite être réintégrées au sol par la taille, le broyage, etc. Donc tous ces poireaux-là, ils partent au marché? Oui, c'est ça. En fait, ici, on a une association et les gens adhèrent à cette association. Ils peuvent acheter des légumes. Ils nous réservent à l'avance sur Internet. Il y a un petit site où en fait, je mets ce que j'ai de dispo dans le jardin. Et ils peuvent venir chercher le samedi matin leurs légumes, leur pain, et puis un petit peu les produits de nos voisins, du miel. Hop. Donc la plupart de tes Comme ça. clients réservent d'abord leurs légumes sur ton site. Voilà, c'est ça. Ok. Comme ça, moi, je prépare tout la veille. Et puis, pendant le jour de distribution, ça va assez vite et c'est assez efficace, quoi. Tu vois, ça me permet de... Et là, du coup, tout à l'heure, tu nous montrais aussi toutes tes cultures. À chaque fois, il y a des parcelles de fraises intercalées entre d'autres légumes. Ouais. On voit des taille-berry qui poussent sur quasiment partout, des pommiers, des noisetiers, enfin tout plein de fruits. Et du coup, tous ces fruits-là, ça fait quand même une sacrée quantité. T'arrives à vendre tout ça? Ouais, alors il y a une partie qui sont pour ma consommation personnelle. Par exemple, toutes les noisettes, je les vends pas, je les garde pour moi parce qu'en fait, il faut beaucoup de noisetiers et de noix et tout ça pour avoir assez à manger. Les pommes, pareil, j'en conserve plein pour moi pour essayer de les conserver le plus longtemps possible. J'en vends une partie au marché, une partie qui part en jus de fruits, en cidre, etc. Et après, les taille-berry, pareil, en fait, je les vends surtout en frais le samedi matin. Et comme c'est il y a pas beaucoup de gens qui vendent des petits fruits de bonne qualité comme ça, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent me les acheter. Et après, pour la famille, nous, on les conserve, on les congèle, on fait des confitures, voilà. Ils nous permettent d'avoir des super petits déj et des desserts toute l'année. Crumble, etc. quoi. Liqueur de fraises des bois, c'est très très bon. Ouais. Tu nous parlais aussi que vous avez fait des glaces. Ouais, ça c'est pour la famille quoi. Ouais. C'est vrai que c'est assez facile. Tu prends des framboises, tu les congèles et tu mélanges avec un petit peu de crème liquide et du sucre et ça te fait une super crème glacée à la framboise. C'est assez facile à faire. Mais tous ces produits transformés, ils sont surtout pour la famille quoi. Ça permet de nourrir tout le monde quasiment toute l'année et avec des périodes où on mange beaucoup de fruits, comme au printemps avec les fraises et tout ça. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent pour m'acheter justement les framboises, les fraises, les taille-berry et tout ça parce que ça se trouve assez peu dans le commerce, de bonne qualité, de proximité également. Par rapport aux petits fruits, c'est vrai que quand on a un jardin comme ça, on peut cultiver une grande diversité. J'ai des taille-berry, des framboises noires, des framboises couleur saumon, des framboises jaunes. Et c'est des choses qu'on va trouver très difficilement dans le commerce ou alors à des prix exorbitants. Et donc ça permet d'offrir aux gens aussi une diversité de plantes et de fruits qu'on ne trouverait pas ailleurs. Parce que les grandes distributions ne font pas forcément ce genre de fruits, notamment parce que ces petites framboises, elles ne se conservent pas. Donc je les cueille juste le matin même avant la vente. Si on met ça dans un supermarché, le lendemain c'est moisi. Et ça, c'est pas possible en fait de trouver ça dans des grandes surfaces parce que souvent ça doit être cueilli extrêmement frais, quoi. Celui-là, il veut pas. On va le laisser, je te le prendrai la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Nous tenons aussi à remercier ceux qui se sont abonnés à notre chaîne en 2024. Nous sommes déjà à 3000 abonnés, c'est incroyable. Merci de croire en nous, de nous faire confiance pour vous proposer du contenu de qualité. Gilles et moi préparons de nouveaux formats, en plus des visites chez Léo pour cette année 2025. Vos retours nous permettent de nous améliorer épisode après épisode. Donc encore un grand merci à vous. On se voit dans moins d'un mois pour un prochain épisode chez Léo Drevet. Et prochainement sortira un épisode dans la boulangerie de son frère Clément. À bientôt.
Ciao.